chaque soir, jusqu'à 1h, vous allez pouvoir me parler de vous, me confier vos peines, vos chagrins, mais aussi vos rêves, vos espoirs, puisque la ligne est ouverte au 39 21. Asiba et Julie vous y attendent, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et je vous invite aussi à exprimer votre point de vue par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. 2 heures de direct, 2 heures pour se parler, pour se sentir reliés les uns aux autres. C'est tout de suite sur Europe 1. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Tony. Bonsoir. 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 Alors vous vouliez parler du burn-out. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Si vous avez... Oui, ouais, d'accord. En fait, moi je fais partie d'une catégorie, c'est ce que je disais à votre collaboratrice, la catégorie des silencieux, c'est-à-dire des personnes qui sont dans des situations assez confortables de cadre supérieur. Effectivement, on parle beaucoup de la crise en ce moment et de tout ce que les gens subissent aujourd'hui. J'ai beaucoup de compassion pour ça. Mais il y a des gens qu'on n'entend jamais, en tout cas une catégorie de personnes dont on n'entend jamais parler, ce sont les managers comme moi, qui vivent de véritables enfers, mais un enfer quotidien dans des entreprises qui sont des groupes gigantesques internationaux. Et qui nous tiennent justement parce que on fait partie de cette catégorie de gens qui sont privilégiés par les salaires. J'ai un très bon salaire, j'ai une qualité de vie qui est formidable que plein de gens m'envient. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'on est complètement otage de la situation, sous pression, et c'est extrêmement difficile. Et pour tenir, pour vivre toutes ces difficultés-là et toutes ces pressions, il y a des médicaments au début, il y a des antidépresseurs, ensuite il y a de la cocaïne énormément, et l'alcool évidemment, le cannabis qu'on cumule, et des situations qui sont tellement limites en termes pour le supporter, et c'est surtout des situations que l'on vit dans l'extrême solitude, parce que personne ne peut comprendre, en tout cas moi, mon épouse ne comprend pas. Et autour de nous, on peut pas en parler, on peut pas se plaindre et se dire voilà, moi j'ai une très belle maison, j'ai une très jolie voiture, je gagne bien ma vie, mais je suis dans un état tous les matins à me demander si je suis pas viré, parce qu'on fait partie de ces entreprises qui sont cotées en bourse et qui licencient et qui rembauchent. C'est extrêmement difficile. Voilà, et en fait, je voulais parler de ça parce que je me suis aperçu qu'il y a pas mal de cas autour de moi comme ça. J'en ai entendu parler. Et voilà, donc... Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas... alors, en dehors du contexte, pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas... Il y a une chose qui me surprend quand même, c'est de ne pas pouvoir en parler à votre épouse, par exemple. C'est déjà cette solitude dont vous parlez. J'entends à l'intérieur de l'entreprise les pressions, le contexte économique où ça peut paraître un peu obscène en période de crise de dire quand on a un très bon salaire et qu'on n'est pas, apparemment vous n'êtes pas touché par la crise d'avoir l'air de vous plaindre la bouche pleine. Mais pourquoi dans votre couple, votre épouse, vous ne pouvez pas parler de ce que vous vivez, de cette pression? Elle ne se rend pas compte que vous êtes comme ça à bout? Parce que le burn-out, c'est littéralement, c'est être un peu consumé de l'intérieur. Hein. Donc vous donnez le change à ce point-là? Non, exactement. Ouais. J'en ai fait un il y a 2 ans, burn-out, et aujourd'hui, j'ai pas le support ou la compréhension en face de moi. Elle comprend pas, quoi. Honnêtement, elle me surestime, elle pense que je peux encaisser, que tout va bien, alors que je suis à cran, quoi.
Donc voilà, il y a pas de, j'ai pas de. Mais il serait peut-être temps de tomber le masque, au moins au sein de votre couple, parce que on voit bien dans votre entreprise, vous devez vous donnez cette dimension là de surhomme, vous êtes sous pression et vous jouez ce rôle et pour ça il faut être prêt à tout. On va y revenir. Mais si dans votre couple vous pouvez pas être vous-même, c'est pas étonnant aussi que vous craquiez. Enfin, vous voyez, si même aux yeux de votre épouse vous devez être un surhomme, ça va pas. C'est ça, exactement. Oui, mais en même temps, c'est ce qu'on attend des gens comme nous, qui sommes entre guillemets brillants au niveau professionnel et on doit en permanence briller. Et les gens attendent de vous que vous ne devez pas fléchir. Les gens ne vous imaginent pas un seul instant fléchir. Elle vous a rencontré, vous étiez déjà en activité ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors je veux pas dévoiler, mais qu'est-ce que vous êtes manager, donc vous avez un poste à responsabilité. Oui, je suis ce qu'on appelle un business manager, ouais. Mmh. Donc elle vous a connu déjà dans ce cadre-là. Elle travaille de son côté ? Non. Elle m'a connu j'avais un autre statut dans une autre entreprise. Oui. Là aujourd'hui, les choses elles dérapent réellement depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, je suis dans une autre entreprise depuis 6 ans, et depuis 3 ans dans cette même entreprise-là, voilà, ça a commencé à 3 ans, quoi. Mmh. Elle, de son côté, a une activité professionnelle ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça se passe bien pour elle ? Oui, très bien, mais on vit pas les mêmes, on n'a pas les mêmes ambitions, au niveau professionnel, on n'a pas la même vision de l'entreprise. Maintenant, j'ai déjà essayé de lui en parler plusieurs fois, de lui faire voilà, mais je sens bien que voilà, et personne d'ailleurs, on ne vous imagine pas à un seul moment ne pas y arriver. Voilà, oui, mais parce qu'il faut peut-être aussi accepter de fissurer un peu l'armure. C'est-à-dire qu'à un moment, vous-même, vous étiez aussi dans cette image de vous-même, d'invincibilité, de celui à qui tout réussissait. Et les rapports se sont considérablement durcis aussi, semble-t-il. Vous le dites au sein de ce groupe-là. Mais je crois qu'en tant qu'homme, en tant qu'homme, on a envie, et je crois que les femmes aussi ont besoin de ça, d'avoir en face d'elle quelqu'un de solide, quelqu'un sur lequel elle peut compter, et effectivement montrer sa faiblesse ou sa faille, c'est que finalement, voilà, c'est décevoir un petit peu. Et aujourd'hui, mon épouse, en tout cas aujourd'hui, je sais qu'elle se repose entièrement sur moi, quoi. Voilà, oui, mais vous croyez pas que votre épouse, peut-être, enfin, combien vous devez consacrer énormément d'heures à votre entreprise? Oui. Oui, bien sûr. Oui, elle se plaint pas parfois que vous n'êtes pas assez présent? Si. Et que vous parlez peut-être trop du boulot? Non, je parle jamais de mon boulot. Vous n'en parlez pas? Non, j'en parle jamais. Elle se plaint que je ne suis pas là. Mais en même temps, c'est pas vous. J'entends qu'il y a aussi beaucoup de pression. On va y revenir sur ce qui se passe dans votre entreprise. Mais ouais. parce que parlons-en d'ailleurs. Vous dites finalement la pression, le stress. Qu'est-ce qui s'est... Alors, c'est depuis que vous avez changé d'entreprise que... Non, je suis dans une entreprise internationale de haute technologie depuis plusieurs années. Donc vous avez une gestion quoi, à l'américaine? Et alors oui, bien sûr, à l'américaine, comme dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Oui, donc vous êtes soumis à des objectifs. Et d'ailleurs, j'ai une grande compassion et une grande compréhension pour les gens de France Télécom qui se flinguent, qui passent d'un management entre guillemets à la française, le côté latin, à un management américain. C'est une machine de guerre, quoi. Machine de guerre. Et c'est hyper déstabilisant. Pour vous donner un exemple, on n'a pas de bureau fixe chez nous aujourd'hui pour aller bosser. On est tous nomades. Donc c'est assez difficile. On n'est jamais posé quelque part. On n'est jamais chez soi. La pression, c'est les changements de stratégie.
qui sont relativement fréquents, les changements de management qui sont fréquents, voir vos collègues qui sautent en 5 minutes, qui se font virer. Voilà, ça c'est une pression qui est quotidienne, quoi, qui est quotidienne. Et c'est une pression qui est de plus, et le résultat et la charge de travail qu'on doit donner. Et puis au-delà de ça, il y a aussi une ambiance qui est délétère, qui fait que tout le monde veut sauver son poste. Oui. Et ce qui induit évidemment une autodéfense de tout le monde, et tout le monde est contre tout le monde. C'est-à-dire que voilà, on se fait tirer Tout le monde a dessus, peur, oui. Ouais, non, mais c'est terrible. Donc encore une fois, je gagne très bien ma vie. Oui, mais à quel prix? Mais à quel prix, ouais. Je vois pas. Est-ce que l'enjeu en vaut la peine? Voilà, je vois pas mes enfants, ou en tout cas je les vois rarement, ou en tout cas je m'en sépare très souvent parce que je voyage beaucoup. Et voilà, et je suis jamais posé, je suis jamais moi-même parce qu'au boulot je dois être brillant. Chez moi, je dois être effectivement là aussi ce qu'on attend de moi. Oui, mais alors justement, oui, mais c'est là où Tony, c'est là où il y a un problème. Parce que si vous ne pouvez pas, j'entends, dans cet environnement extrêmement dur, limite, voire hostile au sein de votre travail, si vous ne pouvez pas être vous-même au sein de votre cellule familiale, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où vous-même, vous vous êtes enfermé dans cette image de vous, dans cette image idéale de vous-même, où il doit falloir que vous pensez qu'on ne peut pas vous aimer, que votre femme ne va pas vous aimer si vous montrez une faille, une fragilité. Dans ce que vous renvoyez, il y a quelque chose qui, dans l'entreprise, vous avez le droit à un moment de dire actuellement c'est difficile, ce que je vis est difficile. Vous avez le droit de pouvoir vous confier sans pour autant, c'est pas pour ça que votre femme va moins vous aimer. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Or, vous pensez, il y a quelque chose en vous qui vous fait penser qu'on va vous aimer en fonction de votre valeur, du fait que vous êtes quelqu'un de brillant, d'intelligent et autres. Pas de ce que vous êtes, vous, réellement, pour vos qualités humaines. Vous en avez oublié ça. Vous fonctionnez aussi comme ce que l'on attend de vous au sein de votre entreprise. Non, mais j'ai pas le choix. Non, mais si, on a toujours le choix. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà essayé de différentes manières de lui parler, de lui expliquer. De quelle façon? De toutes les façons, c'est-à-dire de façon en termes d'angoisse, en termes de pression, en termes de peur. Je lui en ai déjà parlé de ce que je subissais moralement, psychologiquement, mais en même temps, au bout du compte, c'est-à-dire il y a pas de derrière, il se passe rien. Ça ne change rien. C'est-à-dire, alors, quand il se passe rien, c'est-à-dire, moi j'aimerais comprendre un peu, que vous me donniez un exemple. C'est-à-dire quand vous lui parlez en termes d'angoisse, vous lui avez dit quoi, par exemple? Je vais vous dire un truc stupide, mais je fais 2500 km par semaine, je voyage beaucoup en avion, je dors dans les hôtels en permanence, je vois pas mes enfants, c'est stupide ce que je vais vous dire, mais non. Je rentre chez moi le jeudi soir ou le vendredi soir, il est 3-4 heures du matin, c'est pour ça que ça me permet de vous écouter sur la route. Mais voilà, rien de matin, si j'ai pas un petit mot, c'est stupide, le frigo est vide, il y a rien, voilà, et c'est des petites démonstrations de compréhension et de support, de soutien, de solidarité que j'ai pas. Et je lui en ai parlé déjà de ça, je lui ai déjà dit que j'avais besoin de rentrer chez moi et de me dire, voilà, tout ce que j'ai fait cette semaine, tout ce que j'ai subi, voilà, et en fait ça change jamais rien, c'est-à-dire que rien n'est modifié, j'ai pas plus de compassion et de compréhension. Alors au bout d'un moment on laisse tomber, puis on continue à jouer ce qu'on attend de nous, quoi, parce que j'attends ce qu'ils attendent de moi. Je passe mes semaines je vous l'ai dit, à prendre beaucoup de produits pour pouvoir tenir. Vous prenez des produits pour tenir, oui. Et quand je rentre chez moi, je suis le père idéal, le mari idéal, je prends plus rien, voilà. Oui, mais vous êtes complètement à côté de vous. Oui, mais le problème, c'est ça que je voulais rajouter peut-être pour terminer, mais même autour de moi, le pire, c'est qu'on peut pas en parler, quoi. Quand vous gagnez très bien votre vie, quand vous avez une très jolie maison, que tout va bien pour vous, les gens, enfin, c'est presque indécent de leur dire, mais
enfin, c'est l'enfer, quoi. Et les gens ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. Il n'y a pas justement un ami, quelqu'un à qui vous pourriez parler de ça, parce que parfois dans un couple c'est compliqué, l'autre n'entend pas parce que pour d'autres raisons, votre femme n'entend pas parce que elle ne voit pas à quel point vous êtes en souffrance. C'est-à-dire, elle a peut-être de son côté d'autres reproches à vous faire. Elle n'entend pas derrière tout ça à quel point vous attendriez d'elle un soutien et une aide. Je crois qu'il y a un éloignement qui s'est fait entre vous deux, là où un ami pourrait entendre vraiment qu'il y a une réelle détresse, une profonde détresse chez vous. Vous n'avez pas quelqu'un qui soit... Mais encore une fois, il y a le côté masculin, le côté masculin. On en parle entre nous de temps en temps. J'ai 2-3 amis avec qui je leur explique que c'est très très dur. Mais le côté viril fait que voilà, on n'a pas envie. Voilà, ça va. En général, d'ailleurs, quand ça va pas, moi, j'appelle pas mes amis. En général, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait entre nous que l'un ou l'autre ne va pas parce qu'on n'appelle pas. Mais quand on appelle, on essaie de se plaindre le moins possible. Voilà, c'est en permanence une situation, une espèce de couvercle sur une cocotte minute. Oui, mais ça, à un moment, ça va exploser, ça va exploser. Donc, vous avez bien fait d'appeler pour en parler. Parce que c'est vraiment, il est vital là d'en parler maintenant, Tony. Il faut que vous en parliez. Vous pouvez pas continuer comme ça. Là, vous allez, vous le savez, vous foncez dans le mur comme ça. C'est-à-dire que c'est une question de santé où à un moment vous allez dire tout ça n'a plus de sens. Mais au-delà d'en parler, je voulais déjà surtout partager ce que je vivais. Mais il y a un autre point, vous savez, je suis allé voir des psychiatres, je suis allé les voir, mais celui avec qui j'étais a m'exigeait de m'arrêter plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la maison de repos. Mais je peux pas quitter mon boulot comme ça, c'est impossible. Tout repose sur moi, chez moi. C'est extrêmement. Quand je dis je suis otage, je suis vraiment otage, quoi. Oui, alors on pense toujours. Le problème, si vous voulez, est souvent dans ces situations comme ça où on se sent otage, ou dans ces situations de burn-out où on est vraiment consumé de l'intérieur, où on est où le travail dévore tout. C'est que ça arrive à des personnalités aussi particulières, souvent extrêmement consciencieuses, qui ont et donc vous ne pouvez rien lâcher. C'est-à-dire que vous avez le sentiment, voilà, que vous êtes quelqu'un de très droit. Vous voulez aussi, voilà, ce sens du devoir par rapport à votre famille. Vous ne pouvez rien lâcher. Donc, mais rien n'est plus important que votre santé et que votre vie. Or, vous êtes en train de vous flinguer à petit feu. Oui, mais je sais. Et voire même de façon accélérée. Donc, c'est ce que dit Osiris d'ailleurs. Entre la valeur, il y a la valeur marchande, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'on ne peut pas vous aimer en dehors de votre valeur marchande ou de ce que vous produisez, c'est-à-dire de ce que vous ramenez en termes de salaire à la maison ou de ce que vous rapportez à votre entreprise. Mais il y a ce que vous valez, vous, en tant que personne, Tony. Et ça, on vous l'a peut-être pas suffisamment appris. Voilà, ce que vous valez, vous, tout simplement, en tant que personne, vos qualités humaines. Donc, vous vous démenez comme un diable aujourd'hui, et vous n'avez de cesse de toujours en faire plus. Et vous êtes enfermé là-dedans. Or, il y a rien n'a de prix en dehors de votre santé et de votre vie. Donc, ce psychiatre, quand il parlait à un moment de soins, d'une hospitalisation, alors ça prendrait peut-être moins de temps qu'il ne le pensait. Mais en tout cas, c'est d'une période un peu de vous couper, d'être un peu de repos. C'est-à-dire de sortir de cette spirale infernale dans laquelle vous êtes enfermé. Et oui, mais malheureusement, Caroline, lorsque vous envoyez un arrêt maladie d'un médecin, d'accord, il est pas question chez moi qu'apparaisse le nom d'un psychiatre qui m'arrête aujourd'hui. C'est extrêmement, c'est un très mauvais signal pour mon employeur.
Et voilà, je dis, c'est vraiment infernal comme spirale, parce que à chaque fois j'essaie de trouver une issue. Voilà, À ce moment-là, ça peut être fait par votre médecin traitant, hein. Oui, Votre médecin, votre médecin, ça peut être fait par un médecin traitant. Enfin, il peut y avoir un arrangement de fait, hein. Vous savez, on parle en ce moment des jours de carence. De toute façon, vous voyez ça pour le moment. Je sais que c'est très compliqué, surtout dans le contexte actuel où effectivement, quand on est en arrêt maladie, on est coupable. Mais je le répète, rien ne vaut pour le moment votre vie. Est-ce que vous continuez à consulter là? Non, pas du tout, non. Non, parce que oui, mais je sais exactement ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire effectivement qu'il faut que je fasse un break, et je peux pas. C'est pas là. Oui, mais vous pouvez pas non plus continuer comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Je tiens tous les jours. Vous n'allez pas tenir. Vous tenez à quel prix? J'en sais rien. Vous tenez en vous shootant. Je sais. Vous voyez, à un moment, ça va lâcher. Ça va lâcher ou ça va. Vous n'allez plus. Ça ne peut que mal finir. Et vous le savez au fond de vous. Je le redoute. Donc tout ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est que, je veux dire, ça ne vaut pas le coup de se foutre en l'air, que ça soit physiquement, moralement, ou au pire parce qu'à un moment on n'en peut plus et de vraiment passer à l'acte. Pour un boulot, Tony, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est jamais qu'un travail. Oui, mais ce que je vous disais, c'est un boulot qui rapporte. Oui, non, mais attendez, c'est un boulot. Mais attendez, mais quel confort? De quel confort me parlez-vous, Tony? Il est où le confort? Je suis désolée, le confort. Vous avez une belle maison, vous avez une belle voiture. Où est votre confort? Où est votre qualité de vie? Un boulot où vous êtes obligé pour aller bosser, de vous shooter aux antidépresseurs, de prendre de la coke et tout pour tenir. C'est ça un boulot? Non, mais attendez, volontairement. Non, mais c'est pas. Je suis désolée, mais ne me parlez pas de confort. Non. Mais c'est pas un faire valoir. Hein. C'est pour ma femme, mes enfants et pour bien vivre. Oui, mais votre femme et vos enfants, je crois qu'ils réalisent pas ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir un père qui reste et un mari qui reste en vie, en bonne santé. Pas qui est en train de se détruire. On va accueillir des réactions. On va accueillir Angelina qui est avec nous au 3921. Bonsoir Angelina. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous m'excuserez, j'ai pas noté votre prénom. Tony. Comment? Tony. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Tony. Oui, j'ai eu envie d'appeler parce que j'ai un témoignage à vous apporter qui, j'espère, vous fera prendre conscience de votre souffrance et de l'erreur dans laquelle vous êtes, malgré vous, bien évidemment, parce que nous sommes toujours dirigés par notre inconscient. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de nos erreurs, hein, qui passent par une grande souffrance, eh bien, on se fait du mal. On se fait du mal, on n'a pas d'autre horizon que cette souffrance. On est enfermé, en fait. Donc l'expérience dont je voudrais vous parler, c'est proche de mes amis. C'est l'expérience d'un senior manager qui petit à petit est monté, a gravi des échelons, est arrivé donc en haut de son entreprise. Et en fait, je l'ai toujours connu faisant bonne figure, précisément en ce qui le concerne devant sa femme. Alors, toujours, quand il était malade, n'arrêtait pas de bosser. Lui, malheureusement, il est décédé. Il avait un problème il a eu un problème au poumon parce qu'il fumait énormément de par son stress. Hein. Et jusqu'au dernier moment, il a fait bonne figure. En fait, il s'est détruit, il s'est sacrifié
Alors, est-ce que vous seriez dans ce même schéma? Je n'en sais rien. Mais parce qu'en fait, vous avez, me semble-t-il, une grande décision à prendre. Parce que, comme dit Caroline, effectivement, vous dites que vous êtes obligé de continuer ce burn-out, mais vous pouvez, vous avez toujours vous avez toujours un choix. Alors, est-ce que vous voulez faire connaissance avec vous-même, vous découvrir, oser être vous? Vous allez passer par une grande souffrance, mais une souffrance positive qui vous amènera à vous découvrir votre vraie nature. Et comme tout un chacun, vous n'êtes pas obligé, ça vous n'en avez pas encore conscience, que vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour quelqu'un. Et est-ce que vous savez, vous ne savez pas pour qui vous vous sacrifiez d'ailleurs? Tout le monde a droit au bonheur. Et moi, je fais une petite parenthèse, j'ai jamais été manager, mais j'ai été secrétaire. Et j'étais dans ce schéma de plaire à tout le monde. Et j'étais dans un stress qui n'est pas comparable au vôtre. Mais j'ai pris conscience de mon attitude, par une thérapie très profonde, qui m'a amené à oser être moi-même. Mais pour ce faire, il faut sacrifier quelque chose. Alors, ou vous sacrifiez vous-même et vous crevez. Il faut souvent perdre, pour accepter de gagner autre chose. C'est ça. Et vous avez peur de perdre là, des choses matérielles, mais vous gagneriez autre chose. Parce que ça vaut vraiment la peine d'oser être soi-même. Et ça demande beaucoup de courage. Alors, est-ce que vous avez le courage de dire non, et par votre décision en disant non, vous iriez vous existeriez pour vous-même, vous seriez heureux et vous pourriez rendre heureux les autres. Merci beaucoup, Angelina, de votre témoignage. Excusez-moi, disons, l'émotion s'est emparée de moi, parce que je pense beaucoup à vous, Tony. Je vais vous dire une chose. Si votre femme vous aimait vraiment, elle verrait votre souffrance. Alors peut-être qu'il y a aussi un éloignement qui s'est fait dans le couple et qu'on n'entend pas pour différentes raisons. On n'est pas à même de juger ce qui se joue dans cette relation de couple. Et de toute façon, je la cache. Donc, voilà, c'est aussi, ça compte aussi. Beaucoup de messages avant qu'on accueille, je crois, Valérie. Philippe dit: Tony, vous racontez ma vie. Mon salut m'est venu en fait d'un problème cardiaque en début d'année. J'avais une vie, un couple, un statut social. Je me sentais indestructible. Je passais de 12 à 15 heures par jour à m'occuper des dossiers de mes clients. La pression allait croissant, un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, j'ai tout perdu, certes, sur le plan matériel et familial, mais j'ai la grande chance d'être vivant. Tout est à reconstruire. Alors ne faites pas l'erreur que j'ai commise, Tony. Sachez que l'important, c'est vous et non votre image. Antoine dit: enfin, ce sujet est abordé. Ça existe aussi pour les cadres moyens. Je subis cela dans ma mission actuelle chez les clients. Heureusement, ma hiérarchie me soutient. Mais il faut libérer la parole, ça aide à prendre du recul. Et les failles ne sont pas des faiblesses, dit Antoine. Chaudron de la Barque dit: vous avez commencé votre témoignage en disant que vous étiez à nouveau au bord du burn-out et avez rapidement mis l'accent sur votre couple dépourvu d'écoute et d'empathie, semble-t-il. Rapidement, vous avez revêtu votre costume de manager, un peu comme si finalement le mimétisme était tel que vous êtes devenu une incarnation de ce que votre compagne attend de vous, de ce que votre compagnie attend de vous. Ce qui est inquiétant est que vous n'avez aucun espace pour verbaliser, comprendre les mécanismes propres à votre mal-être, palpable à travers ce que vous dites, mais cette fois encore les clés sont en vous. À quel moment allez-vous raccrocher votre costume de manager afin de vous montrer tel que vous êtes, chercher un espace en dehors de votre couple où vous pourrez vous exprimer sereinement et puis essayer de lever un peu le pied, car quoi que vous en pensiez, personne n'est irremplaçable. Bon courage à vous. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs à propos de ça qui disent personne n'est irremplaçable, alors qu'ils le disent de façon
façon un peu crûment, mais il y a Agathe qui dit, vous savez, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Janice aussi dit ça. Donc c'est important. Alors, il y a quelqu'un qui dit cessez d'accabler Tony, dites-lui plutôt ce qu'il doit faire. Il ne s'agit pas d'accabler Tony. C'est pas le. Je crois que là vous entendez ce que vous voulez entendre. Il ne s'agit pas d'accabler. Il faut dire simplement de dire que là, si vous continuez comme ça, à un moment ça va craquer. Donc vous le savez, il y a un moment il faut prendre du recul et que la priorité c'est de prendre soin de vous. Et que aucune entreprise, aucun travail ne mérite que l'on y sacrifie sa santé physique ou psychique. Je ne peux pas être plus ferme et plus claire là-dessus. Mais on va accueillir Valérie. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir. Bonsoir Tony, parce que je suis une femme d'un homme qui a fait pendant 2 ans un burn-out. Et justement, je voulais reprendre un peu tout ce que j'entendais, parce que juste pour raconter un petit peu son parcours. Donc c'est vrai que c'est un homme qui pour moi et puis pour beaucoup de ses amis, c'est un homme qui est assez stable, qui a une grande stabilité, qui a aussi qui a un bon travail. Dans son milieu, il était très influent. Enfin, il est toujours très influent. Mais le jour où il a commencé un petit peu à sombrer comme ça, c'est vrai que je ne comprenais pas ce qui se passait, et puis et j'arrivais pas à le comprendre, et je voulais surtout pas le comprendre, en fait, c'est ça. Donc ça a mis comme ça pendant 1 an, jusqu'à ce qu'il a pas mal sombré, jusqu'à ce qu'un ami m'appelle, et à lui, et un ami très très proche, et qui me dit écoute, si tout de suite tu te calmes pas, tu le calmes pas, il va finir, quoi, parce que c'est plus possible. Il y avait trop de pression, et puis moi aussi, son entourage, on lui exigeait en fait une pression d'être toujours au top, puisqu'on l'avait toujours habitué comme ça. Donc en fait, il se battait en fait contre presque montée, quoi, puisqu'il n'était pas dans son, pendant cette année-là, on va dire, il n'était pas dans sa parfaite forme. Et en fait, on lui mettait une pression en fait, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il fallait, que c'était à moi, en fait, de prendre les rênes et de lui dire arrête-toi, mets-toi en arrêt de maladie. Et puis, on a profité pendant cette année-là pour faire quelques petites choses qu'on n'avait pas le temps de faire pendant l'année. Donc, je pense que c'est difficile de se rendre compte. Même lui, en fait, il n'arrivait pas à se stopper. Si c'était pas moi qui l'avais encouragé, je pense qu'il l'aurait pas fait. Donc, et je pense qu'une femme, elle peut pas, tant qu'on ne fait pas comprendre une femme, pour elle, si elle vous aime vraiment, en fait, c'est ça, elle peut pas comprendre que vous la lâchez en milieu comme ça. Et même si vous lui montrez des signes, tant que c'est pas quelque chose de poignant, parce que moi, je me rappelle de cette amie qui m'a appelé au début, je lui en ai voulu, je lui ai dit de quoi tu te mêles, c'est pas ta vie. Et puis finalement, après réflexion, j'ai dit il a peut-être pas tort. Et c'est là où je me suis un petit peu remise en question, et j'ai commencé un petit peu à calmer mon mari, à lui dire tu sais quoi, tu devrais te mettre en arrêt. Je l'ai poussé à se mettre en arrêt. Et après ça, d'ailleurs, je peux vous dire que plusieurs de ses amis lui ont dit qu'ils ont déjà fait aussi des burn-out. Donc il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui en font, mais qui ne le disent pas spécialement. Donc je pense que en fait la femme, c'est pas qu'elle se sent loin de vous, justement pas. Et je pense qu'en tant que femme, on a réalisé, surtout quand notre mari a une bonne situation, on réalise pas que un homme, ça peut aussi des fois ça soupire un petit peu, et du coup je pense qu'il faut vraiment lui faire réaliser, et quand elle sera derrière vous, je pense qu'à ce moment-là vous pourrez vous aussi prendre du recul sur tout ça, quoi. Merci beaucoup. Ce serait effectivement cette approche-là. Effectivement, c'est marrant parce que j'y ai souvent pensé. Je me suis dit mais qui pourrait lui dire, qui pourrait lui faire comprendre, effectivement. Ouais. Je lui dis c'était son ami intime. Il m'a appelé un soir, vraiment. Alors là, j'étais vraiment très énervée contre lui, puisqu'il m'appelle et il commence à me faire pendant une demi-heure tout un cirque, comme quoi son mari ne va pas bien du tout. Il a joué, il a été médiateur. Oui. Je lui ai dit mais quoi, j'arrête ces soirées, moi. On travaille, c'est pour qu'on fasse des soirées, c'est pour qu'on s'éclate. Et ben non, il m'a dit tu arrêtes tout de suite. Il m'a dit c'est ça, voilà. Il s'est mis vraiment à me parler comme un père, quoi. Je veux dire, il m'a dit tu arrêtes tout de suite. Et ce soir-là, c'est vrai que je suis partie. Vous aviez rien vu avant?
J'avais vu, on le voit, mais on peut pas, même si on le voit, j'avais vu bien sûr qu'il allait pas bien. On le voit, mais on veut pas le voir en fait. On se dit non, tu bats-toi. Je disais lève-toi le matin, bats-toi. Et je voulais pas le voir dans ma tête. Je me disais écoute, il va se battre, c'est pas grave, c'est une petite période, c'est une petite fatigue, il faut qu'il se batte. Et en fait, bon, et même quand il a été voir après, donc il est parti voir un psychiatre et c'est vrai qu'au début, même pour une femme, on le prend un peu mal, que son mari, voilà, alors que c'est un homme d'une très grande influence quand même. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. Et puis je peux vous dire que là, ça fait 1 an donc il s'est mis en arrêt de maladie. Et aujourd'hui, ça y est, il a repris et je peux vous dire que je le sens même beaucoup mieux qu'avant. D'ailleurs, on dit toujours qu'un burn-out, ça nous fait monter au-dessus de nos capacités. Donc aujourd'hui, il est plus fort et d'ailleurs, bon voilà, ça n'a pas changé son statut. Et d'ailleurs, après, dans son entourage, je peux vous dire qu'on en a entendu pas mal qui ont fait un burn-out, mais voilà. Mais votre témoignage est vraiment intéressant parce que c'est vrai que souvent, et particulièrement pour les hommes, il y a cette image, l'homme qui a des responsabilités, c'est associé aussi dans son couple à quelqu'un comme ça de fort, de solide, sur lequel on peut s'appuyer, compter. Alors vous lui disiez, bats-toi, sans voir qu'il était épuisé au bout du rouleau. Donc il a fallu finalement cet ami qui vous secoue et qui vous dise, il ne peut plus. Donc, et vous aussi, vous êtes, Tony, enfermé dans cette image-là de cet homme fort, cette image aussi certaines femmes encore en tête, cette image de l'homme sur lequel on doit compter, s'appuyer. Donc et c'est compliqué après d'en sortir parce que quand on a une image, les autres vous enferment aussi dans cette image. Et souvent vos plus proches d'ailleurs. Donc on n'arrive plus à sortir de ce carcan. Donc parfois ça peut être quelqu'un d'extérieur qui peut le faire. Mais étonnamment, les gens ne veulent pas de toute façon vous voir autrement. Et mais soi-même on a du mal à le faire, à briser l'armure. Mais quand nous-mêmes aussi on l'accepte, les gens l'acceptent, c'est ce que aussi j'ai remarqué. C'est vrai. Que quand mon mari allait mal, tout le monde disait tu vas mal, mais bon ça va aller. Mais le jour où lui il a dit je me suis mis en arrêt, et ses amis, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit mais t'as bien fait. Tu sais quoi, de toute manière, nous aussi t'inquiète pas, on a eu pareil. Voilà. C'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut déjà aussi commencer par l'accepter soi. Pour que les autres aussi puissent entendre. Je pense aussi que la femme l'accepte aussi, parce que c'est la femme qui nous pousse. Et puis finalement, voilà, le jour où il est en arrêt, même si ça me faisait très mal, parce que le voir en arrêt, pour moi, c'était un peu, c'était très décevant de voir mon mari en arrêt. Mais finalement, le jour où je l'ai accepté, ça a pris un peu de temps, mais le jour où je l'ai accepté, on a créé beaucoup de choses ensemble qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autrement. Et puis finalement, c'était un mal pour un bien. Mais c'est exactement ce que je pense. Je pense que la seule issue pour moi aujourd'hui, c'est j'ai pas d'autre solution qu'elle m'aide elle. Personne d'autre qu'elle ne peut m'aider. Oui, non, mais je comprends tout à fait ce que vous vivez, parce que je pense que mon mari vivait la même chose que vous à cette époque-là, et je pense que s'il n'avait pas fait ce pas-là, d'aller parler à un ami, de dire je t'en prie, parle à ma femme, ou peut-être une amie à elle. En tout cas, c'est important parce que ça peut être une piste à explorer. Là, j'avais été cassée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui me remet tout sur moi? C'est pas de ma faute si mon mari va mal, c'est pas de ma faute. Mais finalement, en fait, je l'ai accepté. J'ai accepté ça à mon mari. Je lui ai dit de se mettre en arrêt et je l'ai encouragé beaucoup. Et finalement, aujourd'hui, j'en ai très bien sorti et voilà. Et ça aurait pu être pire. Les médecins lui ont dit que ça aurait pu être pire. Si je l'avais pas arrêté à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus pire. Merci beaucoup de ce témoignage, Valérie. Voilà, merci. Bon courage à vous et à votre mari. Des mails qui arrivent aussi, justement par rapport à cette histoire d'arrêt maladie, éventuellement par un médecin qui est psychiatre. Il y a Brigitte qui dit: j'entends la détresse de Tony. J'étais infirmière dans une grande entreprise. J'ai reçu des personnes qui vivaient la même situation. Sur les feuilles de maladie, la partie destinée à l'employeur ne comporte pas la spécialité du médecin. J'ai vu des situations qui se terminaient de manière dramatique. Tony s'attache trop à l'image et au matériel que lui procure sa situation. Et la femme et les enfants sont des prétextes qui l'aident à se maintenir. Le service médical peut l'aider, la médecine du travail, la confidentialité est obligatoire. Merci à Aude aussi qui dit les hôpitaux ont l'habitude et envoient les arrêts maladie sans la mention psychiatrie dans ces cas-là. Voilà, c'est important quand même que vous le sachiez. Il y a Silla qui dit: je me reconnais dans ce que vous racontez, Tony. Mon père vit la même chose. Tout va mieux depuis qu'il nous a parlé de ce qu'il ressentait, de son besoin de reconnaissance, de frigo plein en rentrant, de petits gestes simples. Parlez-en à votre épouse et vous vous sentirez certainement mieux. Il y a Liliane qui dit:
Tony a tout ce qui brille, travail, maison, mais n'est pas heureux. Je lis actuellement L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel aux éditions Anne Carrière. Et ça résume bien ce que vit Tony. Je lui conseille de lire ce livre quand il aura le temps. La découverte de soi, des expériences qui vont bouleverser sa vie, lui donner les clés d'une existence à la hauteur de ses rêves. Qu'il agisse vite, sinon il perdra sans doute l'essentiel. Et puis, Arc-en-Ciel dit cette situation très difficile et douloureuse et peut-être l'occasion aussi pour Tony de se recentrer sur l'essentiel. Phil dit: Tony, bon courage, je suis dans une situation proche de la vôtre, une idée qui fait du bien, mettre le nez dehors, reprendre contact avec son réseau, être à l'écoute du marché, cela permet de relativiser, de prendre du recul. Un peu de cynisme dans son travail fait du bien aussi. Autre idée, se forcer à faire du sport, prendre du temps avec ses enfants et qu'ils arrêtent de vous dire de fermer votre BlackBerry. Samantha qui dit: pourquoi ne pas profiter des vacances pour prendre des reculs. Et Isaac dit: à quel moment allez-vous dire stop? Quand allez-vous prendre le temps de vous poser et de vous interroger sur le sens que vous voulez vraiment donner à votre vie? Faites un break, prenez le temps de l'introspection. Cela impliquerait que vous ne fuyez pas constamment, car derrière votre hyperactivité, il y a énormément de maltraitance et c'est regrettable. Et c'est ça, c'est une vraie spirale, parce que dans cette hyperactivité, il y a aussi une forme de dépression, hein. C'est-à-dire que l'hyperactivité est une dépression, parfois. Et dans cette prise de recul, quand le psychiatre vous parlait aussi de maison de repos, ça peut à un moment vous permettre d'envisager autre chose. Parce qu'actuellement, vous ne pouvez plus envisager autre chose. Vous êtes le nez dans le guidon, il n'y a pas d'issue. Vous êtes comme un insecte qui est comme ça, le nez qui bute comme ça dans la lumière, ce qui brille comme ça, mais qui, vous savez, il se brûle, il se consume. Hein, il voit rien d'autre. Donc il est là. Bon, il y a autre chose de possible. Actuellement, vous ne le voyez pas. Alors qu'avec un temps de repos, en mettant votre corps et votre esprit au repos, vous pourriez envisager autre chose. Peut-être de quitter cette entreprise dans laquelle ce n'est plus possible. Peut-être à l'intérieur de cette entreprise de faire autre chose. Peut-être en quittant cette entreprise parce qu'il n'y a pas de possibilité autre à l'intérieur de cette entreprise. Peut-être d'avoir un projet pour vous. En tout cas, il y a certainement d'autres possibles que pour le moment, vous ne voyez pas. Parce que vous êtes trop pris. Vous êtes dans ce qui vous brûle, dans ce qui vous consume. Donc vous n'avez plus aucune distance. On va marquer une pause musicale et on va ne raccrochez pas, Tony, parce qu'on va accueillir beaucoup d'autres réactions. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et on va les accueillir au 3921. Donc vous restez avec nous. Je pourrais vous laisser mon mail pour recevoir les messages. Bien sûr, bien volontiers. Restez avec nous. Vous allez transmettre votre mail à Siba pendant le temps de la pause musicale hors antenne, d'accord? À tout de suite. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Voilà, on vous retrouve, Tony. Voilà où il vous faudrait aller un peu à l'hôtel des Caravelles. Oui, ça fait du bien. Là, on était parti un peu de douceur et de bien-être. Et, ça vous reposerait un petit peu. Alors, il y a Olivier qui dit: mais pourquoi Tony ne cherche-t-il pas un métier plus cool? Il vend sa maison, sa belle voiture, s'achète une maison adaptée à sa famille, une plus petite voiture, mais peut-être qu'il serait plus heureux. Et puis après tout, si votre femme vous quitte, c'est qu'elle était intéressée que par l'argent, dit Olivier. On n'en est pas là, hein, heureusement, mais bon. Nicole dit: mon mari était dans la même situation, à bout. Il a fait une profonde dépression. L'homme fort est devenu un petit enfant que je tenais à bout de bras. Aujourd'hui, il s'est rétabli, il prend soin de lui. Nicole dit: j'ai assisté aux premiers entretiens avec le psy, ce qui m'a aidé dans les premiers temps à soutenir mon mari. Johan dit: je subis aussi un burn-out depuis 11 mois. Le plus décisif a été pour moi de déjà accepter ce fait. Ensuite, l'accompagnement est nécessaire, aussi bien familial que psychologique. Et puis, il y a Isabelle qui dit: j'invite Tony à regarder le film Attention, danger, travail. C'est un documentaire, mais alors, je ne sais pas où le trouver, ce documentaire. Attention, danger, travail, nous dit Isabelle. On va accueillir maintenant Thierry. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci de votre patience. C'est peu de choses. Figurez-vous qu'en écoutant Tony,
l'impression de revivre. Je suis très ému parce que ça me remonte à 6 ans en arrière. Figurez-vous que j'étais cadre moyen sur un poste très difficile. J'ai, si je peux me permettre, complètement explosé. Voilà, c'est le terme qui me convient. Je prends souvent cette image-là. J'ai pris ce que je dis souvent, un mur à 180 à l'heure. J'ai fait un syndrome dépressif réactionnel. J'ai fait un burn-out au travail, un épuisement absolu. Vous travaillez dans quel domaine privé, public? Dans une entreprise publique. J'étais cadre dans une entreprise publique. En grande mutation. J'ai été, pour vous dire, j'ai quitté le travail en 10 secondes. Et on ne m'a jamais revu. Mais c'est-à-dire... c'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Si vous voulez, il y a un moment donné, il y a eu un grand vide chez moi. J'ai quitté le travail, je vous rappelle, une après-midi, sans demander à personne l'autorisation de partir d'ailleurs. Oui. Derrière, un mois et demi après, j'ai fait une tentative de suicide. Ah oui. J'avais 46 ans. Oui. J'ai été hospitalisé, j'étais aux urgences psychiatriques, hospitalisé 2 mois. Et donc, depuis 6 ans, je suis en reconstruction totale. Aidé par les médicaments. Oui. Aidé naturellement par ma famille. Oui. Aidé par le psychiatre que 6 ans après, je vois toujours. Je n'ai jamais retravaillé. J'ai été en longue maladie 4 années. En psychothérapie, j'y suis toujours. Je suis passé par des ateliers de jeu pour tout réapprendre. Je me rappelle, juste un petit exemple, moi qui étais quelqu'un En plus, si je me permets, j'étais très très bien noté. J'étais très très bien apprécié professionnellement. Je me sentais indestructible. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que alors que j'étais aux urgences, alors que j'étais en psychiatrie, en hôpital, l'image qui me revient, c'est de réapprendre à aller à la poste acheter des timbres, quoi. Voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Est-ce que si je peux me permettre, si vous m'autorisez, Caroline, ce que je voulais dire à Tony, c'est que si vous voulez, moi j'allais travailler avec 42 fièvres. Voilà, je faisais partie de ceux aussi qui disaient aux autres, vous avez un petit coup de faiblesse, bougez-vous, quoi, voilà. Sans savoir que c'est la pire des choses qu'on aurait pu me dire quand m'est arrivé ce malheur. Vous étiez un employé modèle, vous étiez un employé modèle, enfin vous étiez très... Ah oui, chez nous c'était des avancements de 2 à 7 ans, je passais tous les avancements à 2 ans. Oui. J'étais un très des meilleurs scrupuleux, éléments. C'est ça. C'était un des meilleurs éléments, et d'ailleurs, quand ça m'est arrivé, ça a été un choc terrible dans l'entreprise. Parce que... Comment vous expliquez avec le recul aujourd'hui que c'est... Comment vous expliquez avec le recul comme ça que vous ayez basculé? La première chose, c'est que mon corps n'en pouvait plus. Si vous voulez, j'ai le sentiment que chez moi, il y avait 2 personnes. Il y avait la personne à la maison. Je suis pas persuadé que tout le monde voyait ce qui se passait. Oui. Et j'étais très bien entouré, attention. Et il y avait celui qui, vous savez, des fois, souvent j'étais en 3-8, je partais à 3h30 le matin. Oui. Et ma femme se levait le matin, déjeunait, etc. On déjeunait ensemble. Je suis pas persuadé qu'il voyait ma souffrance. Et je montais dans la voiture, je tombais en larmes. Et j'arrivais au travail, on redécouvrait celui qui avait déjeuné avec son épouse le matin. C'est-à-dire qu'on voyait pas, j'étais grand sourire. On voyait absolument pas une souffrance, mais absolue, une souffrance terrible. Et c'est cette constante qui ressort, c'est cette capacité à donner le change, c'est ce qui ressort des témoignages, à faire comme si.
Exactement. Et puis la deuxième chose que je voulais faire, une chose qui me semblait aussi importante, c'est que en dehors de le côté, j'ai fait une TS avec une spécialisation derrière très lourde. Si vous voulez, il y a aussi toutes les réactions du corps. Je vous prendrai juste un exemple pour bien me faire comprendre. J'ai ma fille qui est en salle des études est partie à Londres. Je me rappelle en 2007 m'être battu avec moi-même pour pouvoir aller la voir à Londres. C'est-à-dire que j'avais le corps tellement bloqué. Caroline, j'ai eu des crises d'angoisse avec étouffement où j'allais en urgence psychiatrique. Ils me faisaient des attaques de panique, vous aviez. Oui, exactement. Ils me faisaient des perfusions de Franklin 50. On ne donne pas de médicaments. C'est de la folie douce. Oui. Et je me rappelle de cette année où j'étais voir ma fille, où le kiné, en gros, comme un sportif, essayait de me soulager le corps parce que j'avais un combat intérieur avec moi-même où il fallait que je me batte pour aller voir ma fille, alors que mon corps, mon psychique m'empêchait d'y aller en me faisant souffrir. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? C'est tout simplement, ce que je veux dire à Tony, je viens, de par mon vécu, corroborer tout ce qui a été dit, que j'écoutais avec beaucoup d'attention dans votre excellente émission. C'est-à-dire que, Tony, il faut à tout prix, si je peux me permettre, vous écouter, lâcher, voir les choses, je dirais, sans fumer, quoi. Parce que j'ai envie de dire, faire l'inverse de moi, ce que j'ai fait, voilà. C'est-à-dire que c'est important, oui. Comment ? C'est important parce qu'effectivement, plus on attend, plus on tire sur la corde, elle rompt brutalement. Et c'est très juste ce que vous dites, Thierry, et j'espère que vous l'entendez, Tony. C'est-à-dire que la plupart des gens comme ça qui souffrent de burn-out attendent le dernier moment parce qu'ils sont très scrupuleux. Ce sont ils ne donnent, ce sont des employés, on n'a rien à leur reprocher. Au contraire. Ce sont de très très bons éléments et ils vont jusqu'au bout, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et à tel point que si vous voulez, à un moment ils vont jusqu'à l'état d'épuisement et donc c'est très dur, très long de se remettre de tout cela. Donc il est important à un moment, c'est pour ça que votre psychiatre vous le disait, de savoir s'arrêter parce que plus on attend, plus après c'est long la reconstruction. Donc il vaut mieux savoir s'arrêter dès les premiers signes, prendre le temps de se reconstruire, plutôt que de dire je vais tenir. Mais en même temps, ce que vous vivez, Tony, ça vous montre dans les témoignages. La majorité des personnes réagit comme vous en disant il faut que je tienne. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, votre corps se rappelle à vous. Alors, pour le moment, il ne se rappelle pas à vous parce que vous le dopez. Vous le dopez, mais avec des mauvaises choses. On se rappelle, pour ceux qui nous prenaient en cours, vous lui donnez de la cocaïne, vous lui donnez des choses comme ça. Alors oui, il tient, artificiellement. Merci beaucoup Thierry et bon courage, prenez soin de vous pour la suite. On va accueillir également Laurence. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir. 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 Donc moi je voulais intervenir parce qu'en fait le témoignage de Tony a fait un écho incroyable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je vis exactement la même chose. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce qu'il ressent, mais on entend beaucoup le discours, mais le travail ne mérite pas ça, il faut prendre du recul. Et je crois qu'on est sous une telle pression, on est dans un tel tourbillon que moi, j'ai l'impression véritablement qu'il n'y a plus que mon travail dans ma vie. C'est-à-dire que le reste, je le survole, je le subis, je ne l'apprécie plus. Je mange parce qu'il faut manger, je fais d'autres choses parce qu'il faut les faire, mais je pense sans arrêt à mon travail. Et en fait, cette espèce de cocotte minute qu'on vit, c'est parce qu'on subit une pression incroyable où on ne doit pas être à 99%. Nos employeurs ne nous demandent pas ça, on doit être à 100%. Et comme on est des managers, on doit demander 100 aussi à nos collaborateurs, même si on n'adhère pas. Et cette demande qui nous est faite aussi de se comporter comme se comportent nos propres managers vis-à-vis de nos collaborateurs fait qu'il faut qu'on donne le change partout. Et
effectivement, moi j'ai l'impression d'être exactement dans le même tourbillon que lui et je n'arrive pas à entendre quand on me dit arrête, ou même mes collaborateurs qui me le disent eux-mêmes, mais et pareil, c'était il y a 3 ans et j'ai l'impression que toutes les entreprises ces 3 dernières années ont énormément changé. Et mes collaborateurs me disent mais arrête, t'es dans un état de stress pas possible, tu fumes cigarette sur cigarette, tu bois café sur café, on te voit maigrir, tu ne sens plus aucun recul. C'est le sentiment d'être otage. C'est le sentiment d'être otage. Et c'est exactement ça. Et je ne vis rien à l'extérieur. Et j'en suis arrivée ou dans les transports. Avant, je lisais beaucoup. Et là, je suis depuis 15 jours sur le même livre. Je relis 4 fois les mêmes lignes. Je ne comprends rien de ce que je lis. Et je ne pense qu'au travail, au travail, au travail et au travail. Et ça me ronge, ça me ronge, ça me ronge. Et mon ami me le dit. Plein de gens dans notre entourage nous disent le travail vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne peux pas. On va continuer à en parler. Ce sera après le journal de minuit. Restez avec nous, Laurence, également, si vous le souhaitez. À tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Ce soir, avec Tony qui est avec nous au standard, nous parlons du burn-out et du burn-out des cadres supérieurs. Alors, c'est un sujet, Tony, qui déclenche énormément de réactions. De réactions qui arrivent au standard 39 21, mais aussi par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21. Vous commencez vos messages par le mot nuit. Il y a Guillaume qui nous envoie un petit courriel qui dit merci à Tony parce que enfin il aborde ce sujet et il dit tout haut ce que nous vivons si nombreux. Tout bas, je l'ai vécu. Alors vous pouvez lui transmettre mes coordonnées. Il dit vous pouvez changer d'entreprise. Oui, vous remettrez les compteurs à zéro et repartirez à la vitesse que vous souhaiterez. Dit Guillaume qui a 31 ans. Il y a Thierry aussi qui dit j'ai vécu une situation similaire. Je croyais également que tout reposait sur moi. Je vivais à travers ma femme et mes filles. J'attendais la reconnaissance de ma femme en me montrant fort et invincible. J'attendais son secours face à l'épuisement. Elle est partie, tout s'est effondré. Le sport, comme remède, me permet d'avoir des arrêts de travail en raison de blessures pour ne pas assumer la fragilité psychologique dans laquelle me laisse mon travail, dit Thierry. Et puis il y a Viviane qui dit Tony est surmené, il lui faut choisir. Peut-être que l'éloignement qu'il vit aussi dans son couple, rajoute le fait qu'il se surmène aussi dans son travail et qu'il se jette encore plus évidemment dans son travail. Attention parce que sa santé est menacée, dit Viviane. Et nous allons continuer la discussion avec Laurence. Alors vous êtes également manager dans une entreprise, Laurence, et vous nous disiez que qu'il n'y a plus que votre travail dans la vie. Oui. Et vous êtes en couple. Oui. Et votre ami s'en plaint. Mon ami est également manager, mais gère les choses autrement. Donc il comprend pas en fait. Il y a une incompréhension, c'est-à-dire qu'il me dit mais une fois que tu es parti du travail, ça s'arrête. Et il ne comprend pas. Lui, il considère que c'est un manque de recul. Il comprend pas qu'on puisse se sentir acculé, qu'on ne puisse pas dire stop. Est-ce qu'il ne pourrait pas alors vous aider? Parce que vous pouvez en parler. Il le dit, on en parle. Oui. Mais
c'est vrai que moi je rejoins Tony, c'est ce sentiment d'incompréhension, c'est-à-dire que on a l'impression, c'est sans doute qu'une impression, que personne ne peut se mettre à notre place. Et je ne sais pas si Tony le vit dans son entreprise, mais on est énormément guidé en fait par toutes les nouvelles technologies. C'est-à-dire que en tant que cadre, on est joignable 24 heures sur 24 parce que nos mails, on peut les avoir sur nos portables. Donc on est en vacances, on est quand même au travail. Ça, c'est terrible. On reçoit des centaines de mails par jour. L'objet de tous les mails, c'est écrit urgent. Donc on est acculé, en fait, véritablement acculé. Vous ne débranchez jamais. On ne débranche jamais. Le fait d'être toujours joignable, ça c'est insupportable. On ne débranche jamais, ni la nuit, ni le jour, ni pendant les vacances. Oui, mais là ça ne va pas. Parce que tous vos mails ne sont pas urgents, c'est pas vrai. Pourquoi faut-il en vacances, le terme, vous devez pouvoir être en vacances et qu'on ne vous joigne vraiment que pour les urgences. Non, mais le problème, effectivement, je partage complètement les centaines de mails qu'on reçoit. Le problème, c'est de ne pas répondre aux mails. Encore une fois, ça ne se fait pas. Non. Ça ne se fait pas. Il faut être réactif, il faut être en permanence. Et si vous ne l'êtes pas, on vous fait comprendre que d'autres peuvent l'être beaucoup plus réactifs que vous. Tout à fait. On a juste pas le choix. Et oui, mais alors, écoutez, c'est pas possible de répondre aux centaines de mails que vous recevez tous les jours. Mais si vous n'y répondez pas, vous recevez des mails de rappel. Donc c'est encore moins gérable. Donc on rentre dans ce système. Et moi, à chaque fois, souvent l'expression que j'utilise, c'est j'ai l'impression d'être Charlot dans les temps modernes. Exactement. C'est les ouvriers des temps modernes. Oui, mais vous n'êtes plus productif, finalement. C'est plus, vous devenez, c'est des machines. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Des machines à produire. On nous demande d'exécuter, et c'est tout. On ne demande pas de réfléchir, c'est d'exécuter. Moi, on m'a fait virer 6 personnes cette année, on m'a fait recruter 3 autres. Oui. On ne vous demande pas votre avis. Oui, mais on peut vous virer de la même façon. Mais bien sûr. Oui, vous êtes suspendu à ça. Mais il n'y a pas de... Tout est possible. Il ne faut pas laisser le moindre doute de faiblesse dans l'entreprise. C'est comme ça, vous devez être ultra performant, quoi. Et les week-ends, c'est pareil, les mails, on y répond. Moi, j'ai une anecdote qui m'était arrivée, que j'avais trouvé complètement dingue. Un mail que je reçois le samedi, le dimanche, je reçois un rappel. Le mec me demande où est la réponse, un dimanche. Mais de l'entreprise ou d'un de vos clients? Non, d'un de mes collègues qui était aux États-Unis, qui était en Asie, et qui me dit, voilà, en plein week-end. D'accord. Bon. On va accueillir Jean-Christophe qui est avec nous également. Bonsoir Jean-Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline et bonsoir Tony surtout. Bonsoir. Merci de m'accueillir parce que quand je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais un petit peu saisi de compassion par rapport à ce que vous disiez et je me suis dit qu'il fallait... Enfin, je me sentais poussé à vous appeler. Mais vous avez bien fait. Voilà, je vous avouerai que j'aimerais poser quelques questions à Tony un peu provocatrices. J'attends pas de réponse du tout. J'entends ce que vous dites et en même temps c'est un petit peu difficile, mais les questions c'était les suivantes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'essence de votre vie? Est-ce que c'est l'amour de votre épouse, de vos enfants? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Qu'est-ce que vous souhaitez quel est le choix de vie que vous souhaitez avoir aujourd'hui? Est-ce que c'est le bonheur ou est-ce que c'est vous sacrifier pour un patron qui n'a pas forcément de reconnaissance pour vous? Le jour où vous ne serez plus là, il n'en aura rien à faire. Il vous remplacera par quelqu'un d'autre. Je sais, je l'ai vécu, on le vit tous les jours. Non, mais je le fais pour mes fils. Mais étonnamment, je le fais parce que comme beaucoup d'hommes, on a cette espèce d'étiquette et de job à faire. C'est notre boulot, on doit assumer, on doit encaisser. J'ai été élevé comme ça. On fait partie des quadras qui ont eu des pères très très durs et forts. Et on se doit aujourd'hui d'être le rock et c'est tout. Moi, mon bonheur à moi, c'est d'être avec mes fils. Oui, mais finalement, vous n'y êtes pas. Vous le dites, vous n'y êtes pas avec vos filles. Non, c'est le seul moment où vraiment. Oui, mais il est de plus en plus rare ce moment. Oui, bien sûr. Il est de plus en plus rare, et donc tout ça, est-ce que
ce pourquoi vous vous battez, dans lequel vous mettez autant d'énergie pour vos enfants, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que finalement, quand vous êtes avec elles, vous dites vous le faites pour vos enfants. Mais vos enfants, elles aimeraient peut-être un père qui est mieux, quoi, qui est mieux dans sa tête, qui est moins stressé. Là, vous êtes trop envahi, c'est fou. Vous avez. Croyez-moi, je pense qu'on est assez doué pour en tout cas ce qui nous concerne. J'allais dire cette catégorie que je représente. Ouais. On est assez doué pour mentir et tricher. Ouais, alors écoutez, là, mais permettez-moi. Non, mais voilà, justement, tout le problème, c'est que ça repose, tout repose sur du leurre. Vous pourriez effectivement jouer au poker, il s'agit d'écraser l'autre. Vous êtes dans un monde, c'est du rapport de force en permanence. C'est jeter de la poudre aux yeux, c'est un monde très dur, ok. Mais je veux dire, avec les enfants, vous ne la leur ferez pas. Les enfants perçoivent énormément les choses. Sont au plus près de la vérité des adultes et en particulier de leurs parents. Donc vous croyez pouvoir leur mentir, vous arrivez peut-être à mentir à votre épouse, Tony. Je pense que à vos enfants, vous ne leur mentez pas. Vous n'arrivez pas. Vous leur mentez, oui, mais eux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en décalage. Alors, vous pouvez continuer à vous mentir à vous-même. Oui, vous savez très bien mentir. Vous ne faites que ça. À quel prix? Et on vous a appris certainement très tôt à ça, à vivre à côté de vous-même. Et ça, c'est très tôt. Et il y a une éducation certainement chez vous. Soit vous continuez comme ça. Et vous allez dans le mur, et vous le savez, vous y allez. Soit à un moment, vous vous reconnectez à vous-même, parce que vous êtes branché, et j'entends ça, et c'est infernal. Et je sais ces professions où vous êtes connecté comme ça sur des centaines de mails. Mais bon, à un moment, vous voyez, il y a une façon de dire, il y a peut-être des choses à faire où vous allez vous débrancher peut-être de certaines choses et vous branchez vous sur certaines choses qui sont plus importantes. Alors ça a l'air d'être du blabla et du discours, mais à un moment, si vous ne vous rebranchez pas un peu sur vous-même, vous allez complètement, pour le coup, craquer. Je vais vous apporter mon témoignage personnel. J'ai fait des études d'ingénieur. Je travaille aujourd'hui dans une société de plus de 1000 personnes. Et souvent, ma maman m'a fait des reproches par le passé en me disant si j'avais pas travaillé pour toi quand j'étais jeune, tu n'aurais pas eu les études que tu as eues aujourd'hui. Et ça, c'était il y a plus de 30 ans. Et je lui dis, tu sais maman, quand j'étais jeune, c'était pas ton argent que j'avais besoin, c'était ton amour, ta présence, ta tendresse. C'est ça que j'attendais de toi. C'était pas l'argent, j'en avais rien à foutre. Oui, mais c'est important ce que vous dites parce que ça vient certainement de loin. Il y a quelque chose, à mon avis, dans l'histoire, dans votre histoire, Tony, il y a quelque chose qui vient d'assez loin. Mais bon. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, c'est une femme qui me dit marier un anesthésiste réanimateur qui enchaînait les gardes. Alors ça aussi, c'est une profession terrible parce qu'on en trouve effectivement de moins en moins. Et alors, quelle responsabilité puisqu'ils ont notre vie entre les mains. Il a pété les plombs. Beaucoup de collègues sont dans ce cas. Ça finit par un divorce. Quelqu'un dit, je vis la même chose. BlackBerry, 50 mails, le minimum par jour. Je suis DRH, je suis en arrêt 6 semaines au moins. J'ai 55 ans. Les jeunes attendent ma place. Quelqu'un me dit, vous savez, Caroline, l'entreprise ne fait pas de psychologie, c'est Cathy. Oui, c'est sûr, c'est bon, c'est certain, mais c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à se protéger soi. Catherine dit, la solution ne serait-elle pas que des psychologues intègrent ces entreprises qui tuent leurs salariés et proposent leur aide et leurs soins? Les psys sont dans les entreprises, parfois, il y en a quand même, il y en a malgré tout, mais pas partout. On va accueillir également, merci en tout cas Jean-Christophe pour vos questions. Bonne soirée à vous. Oui. Je vais ajouter très rapidement 2-3 petites phrases. Allez-y. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un de connu qui a dit le travail est fait pour l'homme et pas l'homme pour le travail. Et l'homme est fait pour aimer. Donc à nous de faire les choix de vie qui nous importent. Et puis, si vraiment vous le pouvez, trouver une société peut-être où l'homme est au centre et
Et l'humain est important plutôt que tout le reste à côté. Bonne soirée et bonne continuation. Bon courage à vous. Si vous le souhaitez, j'ai laissé un mail au standard. À bientôt. Merci Jean-Christophe. Au revoir. On accueille Alain et on va conclure, je pense, avec vous, peut-être. Alain, bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc je voulais apporter mon témoignage parce que je suis un chef d'entreprise depuis 30 ans. Et je me croyais absolument invincible. Je suis un homme extrêmement optimiste. Et donc, j'ai découvert, sans le connaître, le mot burn-out. Et donc, je me suis resserré sur moi-même. Pendant 1 an, j'ai lutté pour me battre. Je me suis battu pendant 30 ans pour mon entreprise, mais les difficultés sont arrivées. Et pendant 1 an, je me suis battu. Je me suis refermé sur moi-même. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Et en fait, j'ai découvert qu'il fallait que je prenne du recul. Et je me laissais trop assaillir par les difficultés, les clients, les harcèlements, les non-règlements, etc. Et donc, c'est un généraliste qui m'a dit, écoutez, ne continuez pas, autrement vous allez devenir un légume. Par conséquent, j'ai pris cela comme une alerte intéressante et je m'en suis sorti parce que j'ai décidé d'aller au bureau 1 fois sur 2. C'est-à-dire, le lundi, j'allais au bureau. Le mardi, je réfléchissais, je m'oxygénais et je pensais à gauche, à droite, à autre chose. Oui. Ça m'a fait décompresser. Et quand je pense à tous ces gens que j'écoute qui sont harcelés, c'est vrai parce que nous, en tant que patron, on veut que ça aille vite, on est très exigeant, etc. Mais je veux dire quelque chose, c'est que l'être humain, le manager, c'est lui qui doit se faire respecter en disant, attendez, c'est dimanche, l'email, je vous réponds lundi, car là, je suis aussi occupé, j'ai des hobbies, je fais partie de clubs, etc. Voilà mon humble avis, parce que c'est la personne, les secrétaires, même moi, mes managers, je les ai bousculés, mes secrétaires, je les ai fait pleurer, etc. Mais en fait, pourquoi ? Parce que les gens, ils doivent pas être des bénis oui-oui non plus, ils doivent se faire respecter. Voilà mon avis. Mais moi, je suis aussi tombé dans le burn-out, voilà, et je tenais, par hasard, je suis tombé sur l'émission, et je voulais, témoigner à Tony et à tous les gens qui ont appelé. Je comprends parfaitement cette situation, mais il faut qu'ils lèvent un peu le pied. Ils seront aussi considérés, et mieux considérés, parce que justement, ils vont prendre de la distance. Et après, je me suis ouvert un an après simplement à ma famille de toutes ces difficultés parce que justement on paraît, on a un rythme de vie, on a de l'aisance, etc. et on ne veut pas reculer. Mais c'est pas la vérité de la vie. Et Nietzsche, Mao a dit que l'étincelle, c'est l'étincelle qui met le feu à la plaine. Eh ben, l'étincelle, c'est le burn-out. Il faut faire très attention à ça. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire, moi, parce que pendant 30 ans, j'ai été un hyper positif. Mais ça peut arriver à tout le monde, voilà. Donc, l'homme, on n'est que des hommes. Il faut ramener ça à la réalité. Et il faut que chacun le dise au chef de service. Je ne suis qu'un homme, je fais le maximum, mais mon maximum est à un certain niveau. Et croyez-moi qu'ils vont se calmer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je trouve votre témoignage très revigorant parce que franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Parce que oui, mais c'est pas du positif comme ça, gentil, comme ça utopique et tout ça. Je crois beaucoup à ce que vous dites. Vous croyez à ce que je dis, c'est bien alors. Ah non, mais quand vous dites que il faut savoir poser ses limites, alors j'imagine que Tony et Laurence vous dites n'importe quoi, c'est pas possible. Je pense. Je réagis notamment quand vous disiez que l'exemple donné du dimanche. Le mail envoyé le dimanche en disant alors et ma réponse je l'attends. Répondre tout de suite, vous avez raison de dire que répondre tout de suite, finalement rentrer dans ce système, c'est faire partie, c'est être aussi on est dans le système, dans ce système de compétition. Alors on est, comme vous le disiez Tony, ultra performant, mais en même temps ultra moutonnier. On est comme les autres et c'est-à-dire que là où je vous rejoins Alain, c'est-à-dire que finalement vous avez raison de dire que on n'est plus
respecté. On est comme les autres et on est mieux considéré quand on sait poser des limites et comme vous l'avez dit, sur cet exemple-là très précis, dire je suis désolée, mais le dimanche, j'ai le dire très cordialement, mais j'ai des activités. Je vous répondrai lundi. Voilà. Le dire cordialement. Dire carrément, j'ai des activités, j'ai des clubs. Mais oui, mais je sais ce que vous allez me dire, Tony. C'est pas possible parce que les autres le feront et tout. C'est une chaîne. Non, mais c'est une chaîne. Mais oui, c'est une chaîne, mais vous en faites partie de la chaîne. Et tout le monde se bouffe et tout le monde en fait partie. Et tout le monde est piégé aussi, Tony, là-dedans. Lorsqu'on vous demande un rapport pour le lundi soir, le type qui me le demande, il vit le même cauchemar que moi. Oui, mais alors, Tony, justement, c'est ça le problème. C'est que tout le monde est pieds et mains liés dans ce système, tout le monde en souffre, personne n'y met des limites et personne ne le dénonce. Et c'est là où il y a quelque chose de très moutonnier, quelque chose qui se consume. Et c'est là où je trouve qu'il y a à un moment dans ce système des éléments qui peuvent être un peu des éléments qui vont faire en sorte un peu des grains de sable, mais au bon sens du terme. Et qui vont dire stop. Une question à Tony, madame, excusez-moi de vous couper, mais Tony, si il avait répondu « je ne peux pas rendre ce rapport bien fait avant 48 heures », qu'est-ce que son chef va lui dire? Qu'est-ce qu'ils vont exiger? Quelle va être la sanction? Je vais vous dire, ça m'est déjà arrivé. La réponse, elle est instantanée, c'est de me dire « envoie-moi ce que tu as déjà ». D'accord? Comment? Envoie-moi ce que tu as déjà, c'est-à-dire je suis censé, si je peux pas faire un excellent travail, envoie-moi un premier jet et le reste on verra après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. C'est maintenant. Je peux pas lui dire je suis occupé, je ferai un super boulot demain. C'est écoute, ok pour demain, mais déjà tu m'envoies ce que tu as. J'en ai besoin parce que moi demain je dois le présenter à quelqu'un. Mmh. Oui, alors c'est vrai qu'on travaille tous comme des pompiers et on exige de tout le monde de travailler comme des pompiers, mais je veux dire, à la finale, il ne faut pas que ça vous détruise non plus, parce qu'à ce moment-là, vous êtes comme les copains, on n'est que des êtres humains, et moi pendant 30 ans, je ne le savais pas, vous voyez, je l'ai découvert au bout de 30 ans. Alors pour vous dire que j'en ai eu des difficultés, des montagnes, et puis je suis tellement optimiste que tout ça, je les ai surmontés. Mais il y a parfois... on se rend compte qu'on est des simples hommes. Et c'est ça la vérité. Et que votre chef hiérarchique et que le grand patron et que le fonds d'investissement, ils sont équipés aussi que de simples hommes. Et puis c'est tout. Et après, ils vont pas vous tuer quand même. Et moi, je donne le rapport dans 48 heures. Et c'est terminé parce que je ne peux pas physiquement faire un travail correct. Et puis vous allez voir. Et puis vous allez gagner. Ils vont dire, disons, celui-ci, là, faut essayer de réfléchir aussi. Vous n'allez pas détruire la vie. Vous êtes jeune, vous avez quel âge, vous? J'ai 40 ans. 40 ans, vous êtes dans la force de l'âge. Vous savez, il y a plein d'entreprises qui veulent des gens comme vous donner à fond. Et donc, c'est déjà, c'est un succès déjà, que vous donniez à fond, que vous aimez votre entreprise, vous faites le maximum. Mais bon, il y a des limites à pas dépasser. Et parce que je vous dis, on devient des légumes. Moi, je ne le savais pas, je ne le crois pas, j'y pensais pas, j'ai acheté, j'ai investi, etc. Et je suis devenu un légume. J'ai dit, oh là là, faut arrêter les conneries. Et ben voilà. Donc, je tenais à vous préciser ça amicalement. Et quand je suis sorti tout à l'heure, j'ai entendu cette émission et la dame qui parle, là, qui a une très belle voix, elle vous conseille bien parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. On se laisse emmener, vous voyez, tous, vous êtes tous dans le même sens, à réagir plus vite que les autres. Mais vous pouvez pas réagir plus vite que votre ombre. À un moment, il faut calmer le jeu. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que dans ce mouvement, c'est Laurent, je crois, hein, vous parliez de Charlot et les temps modernes, c'est-à-dire que ce rythme, la cadence infernale, c'est qui dénonçait justement ce rythme, ces ouvriers, ce corps machine. Et vous avez raison, c'est vous utilisez cette image, Alain, au contraire, justement dans cette dynamique infernale qui fait de vous des machines où vous ne pouvez plus penser, vous exécuter. C'est au contraire, c'est calmer. Poser vos limites, et c'est aussi comme ça que vous vous ferez respecter. C'est aussi en vous affirmant, en posant votre singularité, pas en vous laissant broyer comme vous le faites. Votre prénom, c'est comment, madame? Caroline. Caroline. Alors, Caroline, ce que je voulais dire aussi, une dernière chose, c'est que notre ami Tony, on lui demande un rapport. Mais moi, on me demandait des exigences. Les banquiers, les banquières
qui n'arrête pas de vous dire « alors vous amenez pas d'argent, tac, on vous fait un chèque impayé, les découvertes ne sont plus autorisées, etc. » Je veux dire, nous, on est harcelés, et par les clients, et par le finance, etc. Et il faut tenir le coup. Mais il y a un moment, on ne peut plus. Donc, quand on comprend ça, il faut lâcher un peu prise, reprendre du recul, et là, ça va mieux. Et donc, c'est un grand conseil, s'oxygéner, réfléchir, et reculer un petit peu. Et on est aussi bien considéré et on arrive à surmonter les problèmes. Et c'est ça que je dois donner comme conseil, parce que je l'ai vécu au bout de 30 ans, je me croyais invulnérable. Je suis comme les copains, quoi. Non, mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui a changé dans ma vie, c'est que j'aimais travailler. Oui. J'adorais mon job, et d'une façon, mais vraiment, j'étais passionné par mon boulot. Aujourd'hui, je déteste mon job. Mais c'est pas étonnant. Parce que vous êtes en burn-out, oui. on appelle. Moi, on me l'a expliqué aussi, je le savais pas. J'ai dit, j'avais peur de ne plus aimer mon travail. Ben, je l'aimais plus, mon travail. Oui, vous pouvez pas l'aimer. Oui. Et ben voilà. Vous pouvez pas l'aimer. Si vous l'aimiez, vous seriez complètement masochiste. C'est plutôt rassurant que vous ne l'aimiez pas là, vu ce que vous décrivez. Ce que disait tout à l'heure une personne, une jeune femme qui était dans le même cas que moi, c'est qu'on exige, oui, Laurence peut-être, on exige de nous des décisions qui sont complètement incohérentes, oui. Et des changements de cap et d'organisation. Oui, ça c'est très pénible. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas en phase avec ce qu'on fait. J'ai fait des réunions aux États-Unis en expliquant ce qu'il fallait faire. Un mois après, on faisait exactement le contraire. Oui, ça c'est très perturbant. Oui, selon. Oui. C'est vrai que ça c'est très pénible. Je travaille avec eux, je connais la musique aussi, je travaille à l'export, c'est vrai ce qu'il dit. Mais n'empêche que même les Américains ou les Anglais, on leur dit ok, mais ça on doit suivre les instructions, d'accord, on embauche, on licencie, ben ça c'est le jeu. Bon, mais maintenant, quand ça touche sa personne, c'est à vous de mettre le holà. Et croyez-moi qu'ils savent ce que c'est. Merci beaucoup, merci infiniment Alain pour ces conseils vraiment, je trouve plein de bon sens et qui apportent un vent de fraîcheur là dans l'émission. Merci. Faut voir le côté positif et optimiste. Il a 40 ans, il a toute la carrière devant lui. Mais oui, il ne voit pas, il ne le voit pas, malheureusement. Et puis il y a des entreprises où il y a beaucoup de gens qui sont incompétents aussi. Donc si vous voulez. Il faut aussi s'en éloigner de tous ces gens qui vous harcèlent, des chefs hiérarchiques qui sont incompétents et qui les harcèlent, hein, c'est sûr. Ben, c'est aussi à lui de mettre de la distance, hein, parce qu'autrement il va se laisser bouffer. Oui, on est merci exactement Caroline, ça. Merci, c'est moi qui vous remercie. Moi aussi. Au revoir Alain. Au revoir Caroline. Catherine dit bravo, merci Alain. Il faut savoir dire stop. Et puis il y a Daniel qui dit il faut rompre avec ce système qui vous broie. Il y a quelqu'un qui dit allez voir le médecin du travail. Pour notre part, nous avons une commission stress, dit Brigitte. Il y a Brigitte qui dit prenez le temps de comprendre aussi ce que vous fuyez peut-être et vous pourrez vivre une nouvelle phase de vie plus en accord avec vous-même. On a transmis, sachez en tout cas Tony, que beaucoup de personnes ont appelé aussi le 3921 pour entrer en relation avec vous et donc nous avons transmis votre adresse email comme vous nous l'aviez demandé. Donc je pense que vous allez avoir beaucoup de contacts par mail après votre intervention. Donc j'espère qu'il y aura des suites positives pour vous. Vous pourrez aussi prendre le temps de réécouter l'émission en podcast, peut-être pour vous poser, parce qu'on n'entend pas toujours très bien quand on est à l'antenne. Enfin, on entend, je veux dire, prendre le temps de réécouter ce qui s'est dit vraiment. Je crois en tout cas... Je suis très touché par le nombre de témoignages et surtout, entre guillemets, de compassion et surtout de compréhension, parce que on se sent vachement seul, quoi. On se sent très très seul, hein. Et je suis ça me conforte, ça me fait vachement bien de voir que il y a de la compassion aussi chez les gens, de la solidarité là-dedans, quoi. Ça fait du bien. Et c'est peut-être justement ce qui serait important de voir retenter. Peut-être que ça va vous donner la force de retenter quelque chose avec votre femme ou avec d'une façon ou d'une autre pour vous ouvrir à elle.
parce que on va passer un peu de musique et on va essayer, là on n'a pas pu la joindre, mais on va essayer d'entendre après d'appeler Claire, parce que qui est le témoignage d'une épouse et qui va nous parler de son mari qui était dans une situation un peu similaire à la vôtre et qui nous parlera de sa difficulté en tant qu'épouse. Donc peut-être que ça pourra vous éclairer aussi sur parfois c'est compliqué d'aider l'autre et d'aider l'autre, comme vous le dites, surtout que vous faites bien en sorte de dissimuler. Il y a eu quelques fois, vous avez essayé d'ouvrir, mais en même temps, très vite après, vous reprenez votre visage d'homme fort et rassurant et protecteur. Donc peut-être qu'elle aussi, elle préfère se dire, bon, c'était un petit moment comme ça de blues, et puis c'est passé, maintenant il va mieux. Vous voyez, peut-être que ça la rassure aussi de penser que c'était juste passager. Donc ça vaut la peine, je pense, d'essayer d'en parler avec elle. Et puis moi, je vous encourage quand même vivement à retourner voir quelqu'un, le psychiatre de votre côté, de toute façon, d'aller en parler. Mais je vous dis, après vous avez beaucoup de contacts, donc ne répondez peut-être pas tout de suite à vos mails, parce qu'il va y avoir le témoignage, je pense, de Claire après la musique, et donc qui est le témoignage d'une épouse, et je pense que ça peut aussi vous éclairer. Bon courage, Tony, et puis donnez-nous de vos nouvelles, si on aimerait bien avoir de vos nouvelles. Avec plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit lire aussi l'open space m'a tué. Alors je ne sais pas de qui c'est. Il faudrait nous dire dans ces cas-là les auteurs. Il y avait aussi parmi les messages le titre, c'est Marie Peset sur justement tous souffraient. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est sur la souffrance au travail de Marie Peset, et les éditions, c'est Pearson. Donc, attendez, je dois avoir ça là quelque part. Édition Pearson, P-I-E-R-S-O-N, je pense, voilà. Marie Peset, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. La souffrance au travail, ça peut aussi vous donner des pistes de réflexion. Ouais. Bon courage, et puis donnez-nous de vos nouvelles, Tony. Avec plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Des messages qui arrivent au 7 39 21. Nouchka dit: c'est à vous, les managers, d'arriver à dire stop. Votre équipe vous suivra, sauf exception. Et puis, d'autres personnes disent, il y a Adèle, une autre personne aussi qui disait, il faudrait que non seulement Anthony réécoute l'émission, mais peut-être aussi la fasse écouter à son épouse. Pourquoi pas? Ça peut être un point de départ en disant, j'ai eu besoin de parler un soir et j'avais besoin de parler de ce que j'éprouvais, de ce que je ressentais. Il y a quelqu'un qui envoie un message aussi pour nous dire que alors attendez, non, ça je perds un petit peu, il y a tellement de messages. Alors il y a Carole qui envoie un courriel pour dire: Tony et beaucoup d'autres du bas jusqu'en haut de l'échelle sociale sont victimes du système économique mondial actuel. Nous acceptons trop de choses, il faudrait faire l'effort de comprendre ce système pour pouvoir le changer, sinon l'humain se perd. Et puis un autre message qui dit marié à un brillant et sec qui avait le profil de Tony, les choses se sont arrêtées brutalement à 33 ans, il a fait un double infarctus. On accueille maintenant Claire, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Claire. Donc j'ai voulu témoigner en envoyant ce courriel parce que j'avais un petit peu l'impression de retrouver... donc mon mari n'a pas perdu du tout son travail. En revanche, ça fait 20 ans qu'on est mariés et il y a eu un certain nombre de mises au point. Et parce que... j'ai bien entendu ce qu'a pu dire Tony par rapport à sa femme, et effectivement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans leur couple, et je peux le comprendre parce que c'est pas forcément facile, et parfois le dialogue se fait peut-être plus facilement avec les amis. Nous les femmes, on a un petit peu plus
tendance, quand ça va mal, à en parler à nos amis et de voir que finalement on n'est pas seul au monde et que ça se passe exactement pareil dans le foyer d'à côté. Donc déjà, ça nous aide un peu. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont aussi des maris directeurs d'entreprise, ou qui ont monté leur société et qui sont effectivement pas dans le burn-out, mais en tout cas dans la pression et qui nous sommes un petit peu les exutoires, c'est-à-dire que quand ces hommes rentrent à la maison, on a des travails, on a des enfants à gérer, mais on prend en boomerang tout ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est pas toujours facile parce que on a notre travail, on a nos enfants, et puis on essaie de faire de faire tout ce qu'il faut. On a une belle maison, on habite dans des beaux quartiers, on a des amis qui sont brillants, des belles situations et tout ça. Donc on est dans un milieu social qui fait que tout va bien, tout va bien. Pourquoi dire que tout ne va pas? Parce que tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu t'achètes ce que tu veux, tu as de beaux enfants, nous pouvons les élever comme on peut, donc tout va bien. De quoi tu te plains? Voilà. Et parfois, ce dialogue, en fait, n'est pas forcément compris par les hommes qui travaillent énormément et quand ils rentrent à la maison. Donc, je peux comprendre son épouse qui, effectivement, s'il part très, très souvent et qui revient que le frigo est vide, je pense que ça doit quand même être un message. Parce que je ne connais pas beaucoup de femmes qui vont laisser le frigo vide alors que son mari rentre affamé à 3h du matin. Voilà. Bon, je ne suis pas dans le reproche du tout, mais c'est que je me dis de temps en temps, peut-être qu'il faut dire clairement les choses. Moi, mon mari, alors c'est vrai, parfois il y a des choses ça part à la dérive, on est chacun dans nos positions, mais à un moment donné, on se parle, et parfois c'est peut-être un petit peu ferme, il me dit, j'ai besoin de ton aide là. Là, j'ai besoin que et ça fait réfléchir. Parfois, nous les femmes, on est sur une position, mais on est aussi à l'écoute de l'autre. Et c'est bien de temps en temps de savoir se poser et de dire clairement les choses. Et parfois, les hommes ont un peu de mal à dire clairement les choses en disant, voilà, j'aimerais que tu fasses ça et ça. Oui, oui. Je comprends ce que toi tu fais. Et on a aussi besoin de reconnaissance parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on doit gérer les enfants, le ménage, les machins, la femme de ménage, on gère aussi nous beaucoup de choses. Et parfois on manque un peu de reconnaissance. Et c'est vrai que ça crée un non-dialogue qui peut faire souffrir l'autre. Et surtout si effectivement Tony est dans cette souffrance de travail, je peux comprendre que il y ait une incompréhension de part et d'autre. Non, mais cette image de frigo vide était symbolique parce que d'ailleurs lui-même ça l'a marqué, hein, Tony. Non, mais moi aussi. Donc il y a quelque chose il y avait quelque chose d'un peu glaçant là-dedans, c'est-à-dire comme si un peu d'une provocation. C'est-à-dire puisqu'il disait qu'il se défonce pour sa famille, et finalement il rentre. Alors parce qu'on pourrait dire après tout, et notamment j'entends des femmes pourraient dire après tout, pourquoi ce sera sa femme il peut se faire aussi à manger, il peut bien faire les courses et tout ça, mais on voit bien, il dit je n'arrête pas, je fais tout ça pour eux. Et puis il y a quelque chose comme d'une forme il y avait d'une provocation, donc on sentait que certainement de son côté sa femme aurait des reproches à lui faire, mais différemment, c'est-à-dire qu'il y a un éloignement, une distance, un manque de dialogue, il y a quelque chose où lui se sent très seul, elle peut-être de son côté aussi, qui n'arrive plus à échanger. Et vous avez raison, je suis d'accord, il vaut mieux dire clairement les choses. Alors j'essayais de voir avec Tony comment ça avait été dit. J'ai pas clairement su comment ça avait été dit. Il m'a dit qu'il avait essayé de lui parler de ses angoisses et autres, mais que il n'avait pas eu le sentiment d'être entendu et d'être compris. En même temps, c'est vrai que c'est parfois dur quand on a une image d'en sortir de cette image. Mais je vais être très vénale dans mes propos, mais je vois, pour avoir eu des amis aussi qui, parce que il mettait beaucoup l'accent sur sa belle maison, sa belle voiture. Donc j'imagine tout à fait dans quel cadre il peut vivre, parce que moi j'habitais Maison Lafitte, dans le banlieue ouest de Paris, où on a ce côté très Chabala et finalement. Et c'est vrai qu'autour de nous, il y avait beaucoup de femmes qui étaient un petit peu superficielles. Et peut-être que s'il lui dit je ne vais pas bien, et peut-être que c'est aussi l'angoisse, oh là 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 là,
ma situation confortable va... Donc je ne veux pas, je ne veux rien entendre, je ne veux pas parce que si jamais il va pas, je risque de baisser mon niveau social par rapport à mes amis qui peuvent s'acheter. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion de partir en province. Mon mari a quitté sa société, a monté sa boîte en province. Il est à la fois sur Paris et à la fois en province. Et en fait, je suis passée d'une ville de 20 000 habitants très très bourgeoise à un petit village de 1200 âmes. Ça remet les choses en place, en fait. Et finalement, alors que je suis une Parisienne de pure souche, je suis née à Paris. C'est moins chalala. Voilà. Et finalement, je suis peut-être un peu moins parisienne que lui. Et ça m'a permis de me ressourcer aussi, d'être à la campagne. Et finalement, on vit, alors que finalement, lui, de temps en temps, il est assez souvent sur Paris, et puis bon, on est il rentre, il repart, il rentre, il repart. Et finalement, même si on se voit moins, j'ai l'impression qu'on vit moins parallèlement. Enfin, on est moins là, parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut... moi, je sais qu'à un moment donné, il m'a fait des reproches. Il me dit, j'ai l'impression qu'on vit comme des frères et sœurs, quoi. Il y a plus de côté, il y a presque plus... l'incompréhension fait que on vit l'un à côté de l'autre, mais on va dans la même direction, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Et c'est vrai que de se poser à un moment donné et vraiment poser les vraies questions, parce que peut-être que sa femme, elle est très attachée à l'argent et que peut-être elle n'est pas capable aussi d'entendre et que il y en a aussi. Alors peut-être que c'est pas ça du tout, mais à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Est-ce que ça... Voilà. Oui, c'est important, mais c'est peut-être de tout ça. Parfois, on peut être dans une fuite aussi dans son travail, dans une course en avant, parce que par peur de se poser les vraies questions. Donc, vous avez raison, il faut pouvoir aborder tout ça et poser clairement des questions et l'aborder. Je suis d'accord avec vous, parce que on sent qu'il y a un éloignement, une distance, des choses qui ne sont pas dites ou pas clairement. Donc, je pense qu'il faut pouvoir, il se noie dans beaucoup de choses, peut-être pour ne pas aborder aussi ce qui se passe dans son intimité. Merci beaucoup, Claire, de votre témoignage. Et Jo d'ailleurs qui envoie un petit SMS pour dire je travaille dans le luxe et mon Dieu que les gens s'ennuient, dit Jo. Voilà, dans l'univers du luxe. Oui. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux enfants, c'est que j'entends beaucoup d'hommes qui disent je travaille pour mes enfants, mais je peux vous dire que mes enfants, parfois quand mon mari arrive très irascible et leur crie dessus parce qu'ils ont, je pense qu'ils préféreraient qu'il gagne peut-être un peu moins d'argent et qu'ils soient beaucoup plus à l'écoute et plus présents. Oui, ça c'est très juste aussi. C'est pour ça que je lui demandais en termes de temps, est-ce qu'il était suffisamment présent. D'ailleurs, il y a Dany qui dit je suis épouse et quelquefois nous abandonnons un peu symboliquement car nos maris n'écoutent rien. Ils sont un peu péremptoires. Et courage, dit Dany, sincèrement vôtre. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Raoul. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez du Texas. Voilà, Austin, Texas. Et alors Ça fait des années que je vous écoute. Et comme on ne peut pas composer directement... vous avez envoyé un petit mail. Voilà, j'ai envoyé un email et on m'a rappelé, c'est merveilleux. On vous a rappelé, parce qu'on voulait un peu savoir, on parlait du management à l'américaine, donc on voulait vous travaillez dans une entreprise, on voulait savoir comment ça se passait un peu chez vous, est-ce qu'il y avait beaucoup de burn-out, puisque vous dites vous aimeriez intervenir à ce sujet. Ben écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'entend pas parler autant qu'en France. Je pense qu'en France, on entend tout le temps parler. Dès que j'allume la radio, dès que j'aime Europe 1 sur Internet, on en parle tout le temps, c'est dans les news partout. Je crois que c'est un sujet qui est beaucoup plus d'actualité en France parce que je crois en effet que ces méthodes de management ont tout changé en France, alors qu'ici ça a été une évolution, c'est quelque chose qui existe depuis toujours en fait. Donc ça n'a pas eu l'influence et les conséquences qu'on voit en France. Je trouve que tous les intervenants de ce soir ont vraiment eu raison. Et, enfin, ils ont vraiment ce qu'ils disent a beaucoup de sens. Maintenant, la question que Tony doit se poser, c'est comment se sortir de là.
Parce que bon, c'est évident qu'il est dans une spirale qui est en train de dégringoler, sa santé est en jeu, tout est en jeu, sa vie est en jeu, son couple est en jeu, et je crois en effet qu'il y a beaucoup de dimensions qui ont été, dont les autres auditeurs ont parlé, notamment le luxe, tout ce qui vient avec, la pression, la compétitivité. Il y a plein de choses qui ont fait qu'il est arrivé là où il est arrivé, mais la question c'est comment s'en sortir. Et donc comment s'en sortir. Et vous avez une idée, vous ? Oui, ben j'ai alors une idée. Parce qu'on va conclure. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, je pense que la chose à faire, c'est de prendre du recul. Et prendre du recul, c'est par exemple commencer une activité sportive tous les jours, le matin, très tôt, tout débrancher, le BlackBerry, le machin, partir de la maison, marcher, courir, faire quelque chose pendant 1 heure, tout seul. Parce que c'est à ce moment-là, méditation, yoga, mais quelque chose où on ne peut pas être dérangé d'aucune façon. Et s'il fait ça tous les jours, il y a un moment, il va commencer à réfléchir à sa vie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire dans la journée, qu'est-ce qu'il veut faire la semaine prochaine, comment ça se passe dans la famille, comment ça se passe. Et ça lui donnera vraiment une façon de sortir tous ces trucs négatifs qu'il a dans la tête avant d'aller au bureau, avant de rentrer à la maison et de commencer sa journée. Et ça, je pense que c'est la première étape, c'est de réussir à trouver un moment pour lui tout seul, où il n'y a pas sa femme, où il n'y a pas son patron, où il n'y a personne, et qu'il puisse réfléchir. Et après ça, à mon avis, le reste va venir, parce qu'une fois qu'il aura une vision claire, il pourra aller à la deuxième étape, qui est comment je vais changer de boulot tout en gardant ma famille. Et il va trouver la solution. Merci beaucoup d'avoir été aussi concis, Raoul, et ça a été un plaisir de discuter avec vous. La liaison était parfaite du Texas. Voilà. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à nous renvoyer des mails. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Raoul. Il y a Thierry qui dit: c'est écœurant, il faut arrêter de dire que la pression au travail ne concerne que les cadres. Beaucoup d'agents de maîtrise et d'employés sont également écrasés. Les cadres ont au moins le pouvoir de dire non. On n'a jamais dit que ça ne concernait que les cadres, Thierry. Là, simplement, on a parlé du burn-out des cadres supérieurs à propos du témoignage de Tony, mais évidemment que ça concerne tout le monde. Allez, un petit peu on va laisser peut-être si le mot de la fin à Prune, qui cite André Breton, qui disait: je perds ma vie à vouloir la gagner. Mélanie, vous aimeriez bien avoir le mail de Tony, mais pour ça, il faudrait que vous nous laissiez au moins votre numéro de téléphone, parce que sinon, on ne peut pas vous mettre en relation. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.